Bonjour à tous et bienvenue dans 5.2 QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. J'espère que cette introduction vous a fait hérisser les poils, que vous avez une trique pas possible, puisqu'effectivement aujourd'hui nous allons parler de Super Smash Bros. On parlera de 2 jeux de la licence, je ne spoil pas tout de suite lesquels, même s'il y en a un, vous vous en doutez, vous venez de l'entendre, vous venez de juter, je le sais, on reviendra là-dessus dans l'émission d'aujourd'hui. Et avant toute chose, je voudrais m'arrêter un petit peu sur les Game Awards, qui ont eu lieu peu de temps en fait avant l'enregistrement de ce podcast, même si je crois qu'il va sortir il va sortir autour du 3-4 janvier, un truc comme ça, celui-ci, donc les Game Awards seront passés depuis un bon moment. Mais je voulais quand même en parler parce que honnêtement, ça fait longtemps, alors je les ai pas regardés en direct, j'ai tout appris le lendemain, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas autant balancé de trucs importants et intéressants en une seule conférence en fait. Ça fait même toutes conférences confondues, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu autant de gros titres et de grosses nouveautés intéressantes et tout, qui ont été mises en avant. Donc franchement, ça régale, ça fait vraiment plaisir, ça donne envie de voir ce qui va se passer dans les prochaines années niveau jeux vidéo, il y a l'air d'avoir des choses intéressantes. Même si évidemment c'est sans parler des jeux dont, les choses qui ont été présentées sont intéressantes, mais elles sont intéressantes parce que ce sont des studios ou des licences qui ont déjà fait leurs preuves. Maintenant évidemment on ne connaît pas toutes les nouveautés qui peuvent arriver par la suite et qui peuvent nous surprendre, mais en tout cas sur ce qu'ils ont annoncé là, il y avait quand même quelques trucs sur lesquels je voulais revenir, et notamment par quoi on peut commencer ? On va commencer par... Il y en a qui veulent que j'en parle en dernier parce qu'ils vont dire que c'est le plus important et le plus intéressant, mais vous savez très bien que je refuse d'être comme eux, je refuse de ne pas me doucher, je refuse de ne pas toucher de femmes, je refuse de ne pas avoir de travail, je refuse que ma vie soit absolument misérable, donc je ne leur laisserai pas cet honneur, et je vais parler en premier de Elden Ring Night Train, le règne de la nuit, qui donc est un... Alors, ils avaient dit ces petits saligots là de From Software que j'apprécie tant. Voilà, pour le coup, c'est plutôt cool d'avoir fait ça. Ils avaient dit... Nous ne lancerons pas... Enfin, nous ne sommes pas en train de travailler sur une suite, nous ne sommes pas en train de travailler sur un DLC. En gros, ils laissaient comprendre qu'ils tournaient la page Elden Ring. Donc nous, on se disait, bon bah ok, d'accord, on verra leur prochain jeu. Et là, qu'est-ce qu'ils font pas, les petits saligots ? Ben oui, ils travaillaient pas sur un DLC, ils travaillaient pas sur une suite, ils travaillaient sur un spin-off. Oh les petits malandrins, bien vu, bien joué. En vrai c'est une bonne communication, je vais pas leur retirer ça, c'était très malin de leur part. Et j'aime bien ce genre de communication où on te fait croire qu'il y a rien et d'un coup on te déballe le gros lot et c'est vachement sympa, ça crée vraiment la surprise de l'événement. Et ça c'est ce qui manque à notre chère époque d'internet où... tout est su à l'avance, il y a des leaks de partout, il y a des grosses merdes d'influenceurs de mes couilles à base de chiaises et autres qui te balancent en avance toutes les sorties, toutes les annonces qu'il va y avoir pendant les conférences à cause de tous les leaks. Dieu merci, je ne suis plus du tout ces gens-là depuis maintenant quelques années, et du coup quand il y a ce genre d'annonces qui tombent, je ne suis pas du tout au courant, et j'ai vraiment la surprise le lendemain matin. Voilà, je sors Instagram et là je vois Elden Ring annoncé et The Witcher 4 annoncé et d'autres trucs dont je vais parler après. Et je me dis putain super, de la surprise, de l'étonnement. Putain, c'est vraiment un truc auquel on n'a plus droit dans cette industrie depuis bien longtemps en fait, depuis que les influenceurs JV existent quoi. Donc merci la non-consultation de ces chaînes YouTube là, de m'avoir réservé en fait la surprise de ce genre d'annonce. Donc Elden Ring Night Train, c'est un non, ce n'est pas un DLC, c'est un spin-off type roguelite ou roguelike, je sais jamais faire la différence, mais dans l'idée, voilà, ça va être de l'affrontement d'ennemis, du parcours, on va parcourir des niveaux, affronter des ennemis et affronter des boss
et à chaque mort ou chaque run, on va pouvoir être de plus en plus fort, améliorer de plus en plus notre classe au fur et à mesure, en obtenant peut-être, je sais pas, des items ou des pouvoirs ou des trucs comme ça, au fur et à mesure, qui fait qu'on pourra aller de plus en plus loin dans nos runs, etc., etc. Le point le plus important pour moi, c'est le fait que ça puisse se jouer en solo ou en coop, même si, évidemment, From Software là aussi a décidé de nous casser les couilles. Ils ont décidé d'être des gens insupportables, comme ils savent si bien le faire. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé ? Le jeu sera jouable en solo, en trio, mais pas en duo. Oh, bah alors, on casse les couilles à tout le monde. Oh, c'est super. Oh, putain. Je vais spoiler le futur podcast sur... un des futurs podcasts sur Elden Ring. Il y en aura forcément un sur Elden Ring. C'est un trop gros jeu pour qu'il y échappe. En fait, il faut savoir que j'ai fait une première run d'Elden Ring en solo l'année de sa sortie. Et 2 ans après, cette année, en 2024... Enfin, du coup, on est en 2025 au moment où le podcast il est publié, mais bon, moi j'ai fait ma partie en 2024. Et du coup, j'ai fait le jeu en duo en 2024 grâce au mode qu'il y a sur PC, le mode le plus téléchargé, le mode numéro 1 qui s'appelle Seamless Coop, qui permet de rendre le jeu en coop totalement libre sur l'intégralité de la map et de tous les boss et de tout, voilà, tout le jeu est faisable en coop. Et du coup, je l'ai fait avec un cousin à moi, et du coup, je me disais, mais c'est génial! On va avoir une extension, un spin-off axé sur la coop et directement inclus dans le jeu. Il n'y aura pas de mode à installer, ce sera prévu pour, il n'y aura pas de paramètres à régler soi-même, tout est prêt. C'est génial! Et qu'est-ce qui nous annonce ? Ce ne sera pas jouable en duo, seulement en solo ou en trio. Ta mère la pute. J'ai pas envie de jouer avec un inconnu. Putain, j'ai pas envie de faire société avec les fans de From Software, je l'ai déjà dit 40 fois. Donc, je n'ai pas envie de faire équipe avec un joueur de From Software. Je veux rester entre gens normalement constitués. Je veux faire équipe avec quelqu'un qui prend une douche. Je veux faire équipe avec quelqu'un qui existe en dehors du jeu vidéo. Putain. Ah, et non, on va être obligé de faire équipe avec des cassos, là on n'a pas envie, sauf dans le cas où éventuellement il y a un modeur qui arrive à corriger ça pour qu'on puisse faire le jeu en duo, donc je pense que ça va arriver, et j'espère vraiment que les modeurs vont faire ça parce que j'ai pas envie de jouer à Elden Ring, j'ai plus envie d'y jouer en solo, et je n'ai pas envie d'y jouer avec un inconnu, je veux jouer avec quelqu'un que j'apprécie et point, voilà, c'est tout. Il n'y a que comme ça qu'Elden Ring est vraiment stylé, donc voilà. Donc, Elden Ring Night Train, bon, en tout cas, en dehors de ça, vraiment, on se dit, c'est vraiment leur jeu, leur poule aux œufs d'or, ils veulent la chérir jusqu'au bout, et en tout cas, ils développent l'univers, bon, bah écoutez, à voir ce que ça donne, mais c'est intéressant, c'était une annonce qui a surpris tout le monde, et rien que pour ça, c'est appréciable. Ensuite, nous avons eu, évidemment, mais ça c'était moins surprenant puisqu'on savait qu'il était en chantier, un certain The Witcher 4. Est-ce que vous connaissez The Witcher ? C'est vraiment un petit jeu méconnu, un petit jeu indé qui sort de nulle part. Mais évidemment, The Witcher 4, ça allait faire plaisir à énormément de gens. The Witcher 3 est un jeu historique, peut-être l'un des jeux, allez, top 3 des jeux les plus importants de la décennie 2010-2020. Donc voilà, évidemment que la suite est toujours extrêmement attendue. Et j'avoue que je m'attendais pas à avoir une bande-annonce de ce The Witcher maintenant, je pensais que ça arriverait plus tard, donc tant mieux, même si on sait que nos chers amis de CD Projekt balancent un trailer en 2024, annoncent le jeu en 2026 pour qu'il sorte en 2027 et qu'il soit repoussé en 2028, on sait comment ça va se passer. Ensuite le jeu en 2028 va sortir très buggé, donc il faudra attendre 2029,5, 2029,5 pour que le jeu soit enfin jouable dans des bonnes conditions, donc on se retrouve dans 5 ans. Génial. Mais en tout cas, ça fait plaisir d'avoir eu une bande-annonce. Évidemment, jouer Ciri, ça n'a rien d'étonnant au vu de ce qu'on nous raconte dans The Witcher 3. Je ne suis pas du tout surpris que ce soit elle l'héroïne, ça ne me dérange pas qu'elle soit un petit peu moins jolie que dans le jeu, que dans le 3. Elle n'a pas l'air horrible non plus. Ses pouvoirs dans le 3 étaient très stylés.
Évidemment qu'elle sera pas aussi cheatée, parce que là, sinon, c'est beaucoup trop facile et ennuyeux. Donc, on va incarner Ciri. Je ne sais pas ce qu'il en sera de Geralt. Espérons qu'on le recroise un petit peu, mais si on le recroise pas, tant pis. C'est pas pour autant que ça en fera un mauvais jeu. J'ai confiance en CD Projekt pour sortir un banger absolu. J'ai hâte de contrôler Ciri avec son agilité, sa vitesse, etc. Toutes ces petites choses qui va rendre son style de combat, je pense, très sympathique. Et effectivement, alors j'ai appris que dans les livres de base, une femme ne peut pas devenir sorceleur et donc ça colle pas au lore du tout. Je comprends les gens qui sont saoulés de ça, je comprends les gens qui connaissent bien l'univers et qui disent que c'est de la merde, que ça devrait pas être possible, etc. Parce qu'effectivement, je comprends que de leur point de vue, ça fasse encore féminisme forcé. On respecte pas le lore d'une histoire juste pour y inclure du féminisme. Honnêtement, je les comprends, je leur jetterai pas la pierre du tout. C'est juste que moi, personnellement, ne connaissant pas à ce point-là l'univers et ayant juste connu Ciri en mode, il me semblait que dans le 3, elle était déjà sorceleuse, je crois, de mémoire. Enfin, je suis pas sûr, mais bref. Ça me dérange pas du tout, voilà, titre personnel, mais je comprends les gens qui ont râlé, parce que de leur point de vue, ça fait encore du forcing de porc pour foutre des femmes partout, alors qu'on sait très bien que lorsque les femmes travaillent sur quelque chose, ça finit toujours par tomber à l'eau. Ça va, je rigole. Et ensuite, on a... Alors ça, par contre, il faut qu'on en parle. Je vais devoir m'arrêter dessus parce que je suis outré que personne n'en parle. Tout le monde suce, évidemment, Elden Ring qui annonce quelque chose. Tout le monde est à genoux devant. The Witcher 4, tout le monde s'y intéresse. Très bien. Seulement, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'un certain jeu. Un certain jeu qui s'appelle Split Fiction. Dont personne n'a parlé sur YouTube, j'ai vu personne ne s'arrêter dessus, alors que on est sur le nouveau jeu des papas, des mamans, de It Takes Two, qui était le meilleur jeu de 2021, et pas juste au Game Award, c'était le meilleur jeu de 2021, c'était absolument génialissime, c'est l'un des jeux les plus amusants et les plus excellents que j'ai fait depuis au moins 10 ans. C'est un putain de bonheur, c'est un des jeux qui procure le plus de bonheur auquel je n'avais jamais joué. It Takes Two était exceptionnel, c'était génial à jouer à deux. C'est vraiment un jeu qui rapproche, c'est un jeu qui... pour ceux qui connaissent pas It Takes Two, c'est fait par un studio qui s'appelle Hazlight, un studio qui est spécialisé, qui ne fait que des jeux qui sont faits pour être joués en coop, soit canapé, soit en ligne, avec souvent un écran splitté, qui permet en fait, on contrôle chacun un personnage différent, qui va avoir parfois des caractéristiques différentes de l'autre, qui va pas vivre exactement les mêmes choses en même temps que l'autre. C'est-à-dire qu'on avance dans des niveaux avec un écran splitté, on n'est pas juste tous les deux en train de sauter tout le temps sur les mêmes plateformes, tous les deux tout le temps en train de faire la même chose, non. Celui de gauche va avoir un pouvoir, donc celui de gauche va avoir le pouvoir d'ouvrir les frontières à n'importe qui et d'imposer encore plus les gens qui sont déjà surimposés, et celui de droite va avoir le pouvoir de faire l'inverse. Et en fait, ça va permettre de combiner différents gameplays pour avancer dans le jeu. Il y en a un qui va par exemple poser des plateformes pour l'autre avec un pouvoir, l'autre va pouvoir utiliser je ne sais quel interrupteur ou quel élément du décor pour permettre à l'autre de se frayer un passage, et en fait il y a une coopération permanente sur tout le jeu avec des nuances de gameplay selon les personnages qu'on incarne, et c'est absolument génialissime, ça fourmille d'idées tout le temps, c'est brillant, en tout cas It Takes Two était absolument fabuleux. Évidemment que quand je l'ai fait, j'ai compris que c'était le meilleur jeu de l'année. C'était une aventure magique, et vraiment à la fin, quand tu finis le jeu avec la personne avec qui tu le fais, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait encore une fois avec un cousin, puis plus tard avec ma copine, et vraiment, ça te procure un truc, quand t'as fini le jeu, putain, t'as la sensation d'avoir vécu une aventure formidable avec la personne, quoi. T'as eu un voyage avec une personne que t'aimes, et c'est incroyable. Vraiment, It Takes Two, si vous ne l'avez pas fait, vous arrêtez tout de suite ce podcast, vous arrêtez tout de suite de respirer, vous arrêtez tout de suite de mettre des j'aime sur les vidéos de Squeezie qui demandent à tout le monde de ne surtout pas voter extrême droite, et vous allez faire le jeu immédiatement. C'est très très important pour votre bonheur. Et donc, ce studio Hazlight, qui fait ce style de jeu, a annoncé son futur jeu qui s'appelle Split Fiction,
qui a l'air aussi fou, mais aussi fou furieux que It Takes Two. Ça va dans tous les sens. Il y a autant de médiéval fantastique que de futuriste. Il y a des dragons et des villes cyberpunk. Il y a tout en un, c'est n'importe quoi. Ça a l'air d'être un bordel fabuleux à jouer à deux, avec encore une fois plein de gameplay différents. Je veux dire, tu peux incarner une espèce de... Je crois que t'incarnes deux filles et en fait, je sais pas, dans un gameplay, elles sont transformées en boules qui roulent. Et dans un autre, on a un cochon qui rebondit. Et dans un autre, on a une saucisse sur un barbecue. Alors si incarner une saucisse sur un barbecue ne vous vend pas le jeu, je ne sais pas ce qu'il vous faut. C'est le gameplay ultime. Merci d'avoir créé ça. Et ce jeu qui a l'air fantastique, encore une fois, avec le cher Joseph Fares qui dirige le studio et qui régale à chaque intervention, qu'on n'a rien à foutre, qui est vulgaire quand il parle, c'est le tonton beauf qu'on aime tous, mais sauf que le mec est directeur d'un studio et c'est lui qui vend ses jeux et il est formidable. Le mec te présente le jeu, tu vois qu'il est génial et en plus qu'est-ce qu'il te dit ? Ça sort le 6 mars 2025, ça sort dans 3 mois. Mais mec, mais tu régales chacal, c'est le bonheur, putain. Alors là, Split Fiction, je t'attends avec impatience et alors je t'achèterai les yeux fermés parce que là, Hazelight maintenant c'est vraiment un studio sur lequel on peut compter je pense. Ils savent régaler et j'ai très hâte de poser les mains dessus, donc voilà, il fallait absolument que je m'arrête sur ce jeu là parce que ça va être absolument génialissime, je n'en ai aucun doute. Et la 4e annonce importante, je pense que vous vous en doutez, ça régale autant que ça fait scandale, il s'agit d'Intergalactic, le nouveau jeu des légendaires Naughty Dog, le studio derrière The Last of Us, Uncharted, Crash Bandicoot, Jak and Daxter, nous sort Intergalactic, sous-titré La lesbienne de l'espace, la lesbienne asiate de l'espace, parce que c'est pas assez inclusif de mettre juste une lesbienne. Donc, alors là, attention, gros sujet, grosse polémique, attention, ça ne rigole pas. On a un trailer, attention, je vais roter encore une fois, si je ne rote pas dans un podcast, c'est un mauvais podcast. Merci à vous de m'avoir écouté, et ciao. Non, du coup, le trailer commence avec une femme, je crois, faudrait surtout pas la mégenrer, asiatique qui se rase la tête pour bien montrer qu'elle est une femme forte et indépendante et qu'elle n'a pas besoin de ses beaux cheveux pour ressembler à quelque chose. Spoiler, si, elle serait mieux avec des cheveux. Cette lesbienne asiatique s'installe dans son cockpit de vaisseau spatial de la marque Porsche. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le vaisseau est littéralement sponsorisé Porsche, c'est écrit à l'arrière du vaisseau. Ça c'est incroyable. Et donc, elle s'installe sur son cockpit, il y a une petite musique synthwave qui régale. Les petites musiques synthwave, tout le monde aime ça, c'est stylé, c'est génial. Elle discute, j'ai pas trop compris, je crois qu'elle est chasseuse de primes et on lui donne une mission, elle doit aller chasser un mec, machin, sur une planète bizarroïde. Elle démarre son vaisseau, elle allume, tous les petits voyants s'allument, elle met... je crois, attendez, la musique c'est quoi ? C'est une musique des années 80, en fait... Ils ont mis une énorme vibe, les Gardiens de la Galaxie, épopée spatiale dans les années 80. Enfin, il y a vraiment un truc, un délire rétro qui est sympathique. C'est laquelle ? Putain, je sais pas si c'est celle-là en fait. Hop. Oui, mais si c'est celle-là. Non. Pet Shop Boys, It's a Sin. Mais oui, du coup, elle démarre cette musique-là dans son cockpit. Et là, j'ai oublié, en fait, si tu veux. Au début, je me suis dit, oh là, c'est quoi cette gueule ? C'est quoi cette héroïne ? J'aime pas sa tête, ça va être chiant, ça va être encore Wokis Matuva. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Parce qu'en fait, au début, on ne le savait pas que c'était le nouveau jeu de Naughty Dog. On est juste en mode, ok, l'annonce finale, c'est quoi ? C'est un trailer avec une lesbienne qui se rase les cheveux dans l'espace. Super. Ça fait bander, c'est génial. Donc là, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Et là, elle démarre le vaisseau, il y a cette musique-là qui se lance, et là, tu vois marqué par les créateurs, par le studio qui vous a donné Crash Bandicoot, Jak and Daxter, Uncharted, The Last of Us, et là, c'est Intergalactic.
avec une grosse esthétique années 80, bien rétro, bien vintage, bien vieillarde, la grosse musique qui va avec, et là j'ai fait « Oh ! Attends, Naughty Dog qui se lance dans de la science-fiction avec un style synthwave années 80, mais pardon, mais tant pis pour la lesbienne, je signe. C'est incroyable. Mais moi ça me régale. L'esthétique elle est formidable. Encore une fois si on oublie l'héroïne. Mais oui, je veux ce jeu le plus vite possible, putain, mais ah ouais. Non mais là la proposition, elle me rend tout dur hein. Ah, ça a l'air très très cool quand même, hein. Le petit monstre à la fin, je sais pas, et puis quand tu vois les graphismes évidemment, les graphismes de Naughty Dog qui sont toujours extrêmement détaillés, extrêmement fouillis, ça c'est vraiment impressionnant. Ça m'a l'air absolument grandiose, je veux jouer à ça. Ok, l'héroïne ressemble à rien, mais on est sur du Naughty Dog. Naughty Dog, ils savent écrire des personnages, même si parfois ils ont un physique un peu particulier. Je suis persuadé qu'ils vont réussir à la rendre intéressante. J'ai confiance en eux sur ce sujet-là. Donc on va se baser là-dessus. On va kiffer l'esthétique. On va adorer les musiques. Alors là, je sais très bien que s'il y a un podcast sur ce jeu-là, on va parler des musiques. C'est obligatoire. L'esthétique années 80, elle régale. On est sur de la science-fiction. Personnellement, c'est un des genres que j'aime le plus. Donc là, Intergalactique. Je t'attends au tournant, régale-moi par pitié, et Naughty Dog, j'ai confiance en vous, donc ça devrait le faire, on a hâte, mais il n'y a pas encore de date de sortie annoncée pour le moment. En même temps que Naughty Dog, les jeux prennent un temps fou, mais on comprend pourquoi à la fin. Voilà, ça c'était le petit résumé des Game Awards 2024, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des annonces aussi intéressantes, donc franchement... Pour une fois, c'est plutôt cool. Les récompenses, on s'en branle un peu, c'est pas très intéressant, mais voilà, il y a Astrobot qui est passé devant Black Myth pour avoir le jeu de l'année. Astrobot qui est excellent, je suis en train de le faire, j'en suis à peu près à la moitié. Pour ceux qui connaissent, le dernier niveau que j'ai fait, c'était le niveau God of War, et ça régale, c'est un putain de jeu, Astrobot, c'est vraiment très très cool. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence cette année en vérité, donc je comprends qu'il ait gagné le jeu de l'année, pour moi c'est pas du vol. C'est un jeu qui est d'une mignonnerie absolue, qui a 1 million d'idées par seconde aussi, plein de petits clins d'œil, plein de petites références, plein de petites idées de gameplay. C'est vraiment très 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 cool. Astrobot, je recommande également. C'est super sympa et ça n'a pas volé sa place puisqu'il y avait de toute façon très peu de concurrence cette année sur le meilleur jeu de l'année et certainement pas Elden Ring Shadow of the Earth Tree. Voilà. Ok, bon bah ça c'était pour les Game Awards. Maintenant, si vous avez cliqué de bas, c'était peut-être plus pour entendre parler de Super Smash Bros. Donc je vais commencer les hostilités par celui dont vous avez entendu la musique tout à l'heure. Il s'agit évidemment de Super Smash Bros. Branle. Super Smash Bros. Masturbe. Sorti sur la Wii en je ne sais plus quelle année, mais on n'en a rien à foutre, puisque de toute façon, c'est tout ce qui est rapport à l'enfance. Est-ce que c'est vraiment important de connaître la date? Je ne pense pas. Ce qui compte, c'est que c'était quand j'étais gosse, ou en tout cas, ça devait être en début d'adolescence, un truc comme ça. Bref. Super Smash Bros. Branle, dont l'OST est absolument légendaire, vous l'avez reconnu évidemment, un jeu historique pour certains, minable pour d'autres, puisque le jeu précédent était Super Smash Bros. Melee, qui est considéré souvent comme le meilleur de la franchise, celui qui restera dans les mémoires pour l'éternité, puisque c'était celui qui a vraiment lancé la série, celui qui a lancé la compétition sur la série aussi. C'est la plupart des tournois encore aujourd'hui de ce jeu-là, enfin de cette licence, se passent sur Smash Bros Melee. Donc Brawl est arrivé la génération d'après, Super Smash Bros Melee GameCube, Super Smash Bros Branle, beaucoup mieux comme ça, est sorti sur Wii une génération après. Et en fait, j'ai commencé, et c'est là que je vais me faire insulter, j'ai commencé cette série de jeux sur la Wii. J'avais joué vite fait à Melee chez un pote à l'époque, mais vraiment j'ai dû cumuler. Je pense que toutes mes parties sur Melee cumulées, ça doit faire 2 heures quoi. J'ai dû jouer 2 heures à Melee dans ma vie. Donc bah voilà, parce que j'avais pas de GameCube tout simplement. Donc voilà. Et j'ai commencé la série avec Brawl. Putain, ça me rappelle une anecdote. Maman, tu sais que je t'aime, mais là, il y a un moment,
Bon, j'aurais dû m'énerver, j'aurais dû demander à papa de te frapper, non je rigole. Non je rigole. Alors, j'avais 11 ans, donc à 11 ans j'étais en 6ème, j'avais 11 ans, et Super Smash Bros sort, il y a des pubs à la télé, je suis comme un malade, je dis putain le jeu qui réunit tous les personnes Nintendo et autres pour se foutre sur la gueule dans des petites maps là, dans un jeu ultra plaisant, ultra bourrin et débile. Euh, comment pourrais-je rêver de mieux? Voilà, j'étais comme un fou, j'avais qu'une hâte, c'était de l'avoir. Et du coup, j'arrive au magasin, je dis ah maman, il y a le jeu que je voulais absolument, il est là, regarde, truc et tout. Et là, elle me répond quoi? Elle me dit mais voyons, tu as 11 ans. Et le jeu, mais il est interdit au moins de 12 ans. Bah du coup non, je vais pas te l'acheter, t'es fou, je vais pas t'acheter un jeu interdit au moins de 12 ans alors que t'es au collège, enfin, waouh, t'es au collège en 6ème, t'as 11 ans, je vais certainement pas te prendre un jeu moins de 12. Parce que pour elle, le référentiel, c'était les films. Les films et les séries qui passent le soir, effectivement, interdits au moins de 12 ans, t'as des meurtres assez gore, t'as des trucs sales quand même dans les films et les séries interdits au moins de 12 ans. Sauf que le classement PEGI des jeux vidéo, mais il a aucun putain de sens, il faut le dire. Le classement du PEGI, il faut qu'on en parle 5 minutes, mais excusez-moi, Mario et Pikachu qui se foutent sur la gueule, interdit au moins de 12 ans. Mario et Pikachu qui se foutent sur la gueule est égal à un épisode d'Esprit criminel. Non mais il faut le comprendre, c'est quand même formidable. Mario et Pikachu qui se foutent sur la gueule est égal à Sinister. Est-ce que... C'est la même limitation d'âge que Sinister, je crois, de mémoire. Est-ce qu'on peut en parler de ça? Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui font le classement PEGI des jeux vidéo? Heureusement que personne ne les respecte. Hein. Putain, c'est incroyable ça. En fait, la signalétique PEGI, c'est exactement comme les féministes. C'est-à-dire que personne ne les respecte, et tant mieux. Voilà, c'est vraiment... c'est le genre de choses qu'il ne faut pas respecter pour le bien de tout le monde. Les féministes et autres joyeusetés du genre. Voilà, moins on les respecte, mieux on se porte. Évidemment, on sait de quel féministe je parle. Toutes ne sont pas à mettre dans le même panier, d'accord, évidemment. Mais on s'est compris. De plus, il y a un petit lien de corrélation, puisque Peggy, pour ceux qui connaissent, est une cochonne, et les féministes qui prétendent qu'il faut respecter leur corps, et voilà, et qu'elles sont libres de disposer de leur corps, machin, et qu'on n'a pas à en juger, sont en même temps des énormes cochonnes. Bon bah voilà, hein, c'est dit, c'est un petit peu contradictoire, mais on a l'habitude avec elles. Bon, du coup, j'ai pas pu avoir le jeu parce que j'avais pas atteint l'âge requis, j'étais genre à 6 mois de l'âge requis, mais ça ne suffisait pas, il fallait que j'attende mes 12 ans. Donc autour de mes 12 ans, j'ai enfin pu mettre les mains sur ce putain de jeu, et Dieu merci, je me suis régalé. Moi, je connaissais pas Melee, donc j'en avais rien à faire que, effectivement, ce soit le jeu le plus lent de la franchise. Je crois que même les jeux qui sont sortis après étaient pas aussi lents. C'était vraiment celui où les personnages étaient le plus mous, mettaient le plus de temps à tomber vers le sol, etc. Puisqu'en fait, alors, allez savoir pourquoi, je sais pas ce qui se passe dans la tête des Asiates, hein, encore une fois, des fois ils sont particuliers, même si on les aime bien. Chez Nintendo, ils se sont dit, putain, attends... On a Super Smash Bros Melee, c'est un énorme succès, tout le monde l'adore, ça a pris tellement d'ampleur qu'il y a de la compétition dessus, ce qui fait que le jeu va rester dans le temps, il va marquer les esprits pour des décennies entières, et et si on coupait l'aspect compétitif, on les coupait l'herbe sous le pied pour qu'il ne puisse plus... que les joueurs ne puissent plus faire de compétition, et comme ça notre jeu il marquera moins dans le temps, il marquera moins les gens dans le temps. Donc du coup ils ont mis des petits paramètres, des petites choses, des petits déséquilibres, des petits changements dans le gameplay pour que leur jeu ne soit pas très compétitif et qu'il n'y ait plus de compétition dessus. Pourquoi faire? Ils avaient Smash Bros Melee, c'était un de ces jeux qui est easy to learn, hard to master, donc facile à apprendre, c'est-à-dire que les premières mécaniques, tu les as très vite en tête, t'arrives facilement à taper ton adversaire de manière simple et tout, t'arrives à gérer les bases très facilement. Par contre, pour maîtriser les subtilités et vraiment arriver à un très bon niveau, là il va falloir être très précis, apprendre des détails, apprendre des moves précis, etc. Donc ils avaient réussi à faire ça, visiblement à la perfection dans Melee, ce qui fait que le jeu est historique aujourd'hui. Et ils se sont dit, tiens, ah non, ça va pas, le jeu est trop apprécié,
on va se mettre des bâtons dans les roues, on va le rendre moins parfait, moins compétitif, moins précis, plus amateur, on va faire moins plaisir à nos fans, et comme ça, il marquera moins dans le temps. Mais attendez, vous êtes une société capitaliste ou vous êtes une société occidentale qui souhaite le suicide de sa civilisation le plus vite possible, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas l'idée. Donc voilà, moi ça m'a pas dérangé puisque je connaissais pas la licence plus que ça avant. Moi j'ai juste eu un jeu où il y a une quarantaine ou cinquantaine, je sais plus, de personnages de différentes licences Nintendo. Dans toutes les maps de Nintendo, dans plein de maps de ces licences-là, avec plein de musiques de ces licences-là, et tout le monde se fout sur la gueule de 1 à 4 joueurs, je crois. Je sais pas si tu pouvais aller à 8 dans celui de la Wii. Je crois que c'était limité à 4. Mais déjà, putain, mais quel plaisir. Mais je me suis régalé. J'ai fait je ne sais combien de soirées avec les potes à se taper dessus sur le jeu. C'était vraiment trop bien. Franchement, un putain de bonheur. Je prenais Shake parce que je trouvais qu'elle était trop stylée, elle était trop dark. Tu vois, on voyait pas trop son visage. Elle avait un foulard sur le crâne et sur la tête. En fait, je me rendais pas compte que j'étais adolescent, du coup, je fantasmais ce style foulard, alors qu'aujourd'hui, j'en ai un peu marre de le voir dans les villes, tu vois. Si tu veux, j'ai grandi entre temps, donc me suis un petit peu réveillé. J'ai compris qu'en fait, c'était bien quand une civilisation ne se faisait pas remplacer par une autre, même si certains me disent que ça n'existe pas. En fait, ça existe puisque c'est déjà arrivé dans le temps. D'ailleurs, dans ces mêmes pays arabes, il y a eu des remplacements de population il y a des centaines d'années. Donc pourquoi pour nous ça ne marcherait pas? Pourquoi ça ne se passerait pas en France? Oh là là, c'est sûrement une théorie du complot. Bref, j'aimais bien Shake. Je l'aimais bien parce qu'elle était stylée, ultra rapide, ultra dynamique, elle allait très vite, elle tapait très rapidement machin, et j'aimais bien faire chier mes potes à aller à 200 à l'heure et à les empêcher de comprendre ce qui se passait. Alors qu'en fait, je crois que Shake est un personnage nul à chier. Il me semble que dans la tier list, c'est pas du tout un bon perso. Peu importe, je me suis régalé avec, c'était trop cool. Je me souviens qu'on pouvait même personnaliser des niveaux, on pouvait créer des niveaux, enfin des maps nous-mêmes pour se battre dessus. J'avais fait une map nulle à chier avec des plateformes, tu pouvais à peine tenir dessus et tout, mais j'étais trop content, je m'éclatais comme une... j'ai pas de comparaison, mais on en a rien à foutre. Donc voilà, je me suis régalé sur ce jeu-là, j'aimais bien, moi le gameplay m'a pas du tout dérangé, j'ai testé tous les persos, tous les ultis, machin, j'aimais trop tester leurs différents ultis, c'était l'arrivée de Solid Snake dans la série, c'était trop cool d'incarner Snake avec tous ses petits pouvoirs un peu plus putes. Lui c'était un peu fourbe, c'est-à-dire que tu balançais une grenade qui explosait au bout de quelques secondes, mais si ton ennemi ne l'avait pas vu, tu pouvais lui mettre dans la gueule. T'avais une mine que tu pouvais poser qui clignotait tout juste, mais si ton ennemi était pas très attentif, tu pouvais lui faire sauter sous ses pieds. Ça, c'était trop bien. Tu pouvais balancer une roquette que tu contrôlais avec le joystick. Enfin bref, il y avait plein de petites mécaniques comme ça. Je découvrais le jeu et toutes ses subtilités, et franchement c'était trop cool. La bande son déjà du menu principal, elle est légendaire, je vous l'ai fait écouter tout à l'heure, on le sait, c'est absolument cultissime. On va d'ailleurs retourner dessus parce que c'est obligatoire. Hop, suivre votre colis, ça tombe bien, j'avais demandé aucune livraison de colis, c'est sûrement pas une arnaque. Je vais cliquer sur le lien immédiatement. Alors, voilà, là tu sentais que t'allais taper... Déjà quand t'as des musiques en latin, en fait, tu sais que ça va être violent, hein, peu importe. Effectivement, ma mère avait raison. Ma mère avait raison. 12 ans, c'était pas adapté. Il y a des musiques en latin, ça va taper beaucoup trop fort. Fallait pas prendre de risques. Elle avait tout calculé. Bien joué, maman, finalement. Enfin voilà, la bande-son, elle est historique. Évidemment, de toute façon, comme dans les Super Smash Bros, il y a une réunion de plein de licences Nintendo, donc de plein de licences japonaises, et que il y a toutes les musiques, enfin il y a plein de musiques de ces licences-là dans les différents niveaux, et évidemment que la bande-son est trop bien, on a des meilleures musiques d'un Zelda, les meilleures musiques d'un Mario, les meilleures musiques d'un Pokémon, les meilleures musiques de... je sais même plus ce qu'il y avait... Mario, Pokémon, il y avait Sonic, bref, il y avait toutes les licences et leurs musiques qui étaient là, et c'était le bonheur, tu pouvais choisir quelle piste tu voulais mettre, dans quel niveau et tout, et je me régalais. Il y a des pistes, je les mettais juste pour la musique, parce que les musiques japonaises, les japonais sont trop forts. Quand il s'agit de faire des OST, c'est les putains de meilleurs, c'est les boss ultimes, et là c'est plein de licences avec plein de musiques japonaises, qu'est-ce que tu veux demander de plus? C'était trop bien, sa grand-mère, la salope. Et en plus,
Là, le gros point fort de Brawl comparé à tous ses concurrents, et là, enfin tous ses concurrents, tous les autres de la licence, c'est que dans Super Smash Bros. Masturbe, il y avait un vrai et complet mode histoire qui durait des dizaines d'heures, qui était long, qui était extrêmement complet, où tu incarnais quasiment, voire tous les personnages, tout le casting selon les niveaux. Et en fait, c'était le putain de bonheur. Tu finissais un niveau, en fait, t'avais des cinématiques qui te racontaient en muet un scénario à la con, je sais plus exactement ce que c'était, mais bref, il y avait un grand méchant qui foutait la merde dans l'univers de Super Smash, et t'avais tous les personnages qui devaient se retrouver les uns après les autres pour faire des niveaux ensemble, combattre des boss ensemble, jusqu'à atteindre le boss final qui s'appelait Tabou. En fait, il aurait pu s'appeler blague sur les femmes, blague sur les arabes, blague sur les gays, et blague tout ce qu'il y a de un petit peu politique, mais pas dans le sens du vent. Parce que tout ça est clairement tabou aujourd'hui, on ne va pas se mentir, j'adore faire le boomer et les blagues qui vont avec. Donc voilà, le personnage s'appelait Tabou, il était super dur à battre, je me rappelle qu'il avait une attaque, j'ai toujours pas compris comment on était censé l'esquiver. Le mode histoire était bourré de plein de niveaux, des niveaux de plateforme et de combat, des boss dans tous les sens, t'incarnais tous les personnages, et t'avais vraiment ce truc de... Tu pouvais avoir une scène où t'as Kirby et Solid Snake qui avancent ensemble dans un niveau, tu vas les voir dans une cinématique ensemble, faire leur truc, faire leur aventure, et puis tu vas passer d'un coup de l'autre côté, dans une autre région de leur monde, tu vas avoir Lucario et Mario qui sont ensemble, pareil dans leur niveau, qui vont retrouver, Sonic plus loin pour continuer le niveau ensemble. En fait, t'avais vraiment ce truc où il y avait un méga mix de tous les personnages qui faisaient leurs aventures, des fois séparément, des fois ensemble, et à la fin, tous se regroupaient pour aller combattre Tabou. Et c'était trop bien. Le mode histoire de Super Smash Bros. Brawl, de toute façon, il est culte. C'est de très loin le meilleur mode solo de la série. Et j'en ai un très très bon souvenir. C'était trop bien. Bref, Super Smash Bros. Brawl, même si je ne doute pas que ce soit le jeu le moins compétitif de la série, notamment avec Meta Knight, qui était le perso surcheaté par excellence apparemment. Moi, je m'en rendais pas compte parce que j'étais un idiot, un énorme bouffon qui comprenait rien et qui jouait sans réfléchir à quoi que ce soit. Les gens s'étaient bien rendu compte, que il y avait un perso qui était surcheaté comparé à tous les autres, et c'était Meta Knight. Il suffisait de spammer 2-3 attaques et les gens pouvaient rien faire, enfin bref. Donc voilà, peu importe ce que les gens en ont pensé, moi je me suis absolument régalé. Alors, j'ai vécu des heures et des heures passionnantes sur ce jeu, c'était trop chouette. Évidemment, je vous dirais pas jouez-y, je pense qu'il y a mieux, je doute pas que Melee soit mieux, et d'ailleurs je trouve aussi que le jeu dont je vais parler après est mieux. Enfin voilà, je me perds dans mes trucs. Ma gueule, je me tais. Voilà mon avis pour Brawl. Ça me rappelle surtout des bons souvenirs chez papa maman sur le canapé. Je me souviens un nombre de fois où papa et maman ils invitent des gens à la maison. Il n'y a pas de jeunes de mon âge. Il y a soit des gosses, soit des gens qui sont beaucoup trop vieux pour moi. J'ai pas envie de leur parler. J'en ai pas du tout du même monde. Ils les invitent, ils font leur petit repas dans la salle à manger entre eux, ils discutent machin. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais comme l'énorme porc que je suis ? Je me pose sur le canapé de la salle à manger à côté de tout le monde qui mange et je lance Smash Bros et je joue pendant 5 heures non-stop. C'était le meilleur moyen d'échapper à ces soirées nulles qui ne m'intéressaient pas. Donc vraiment, Smash Bros, très très bon souvenir. Smash Bros Brawl, évidemment. Très bon souvenir. Donc voilà, deuxième jeu de la licence et dernier que je souhaiterais aborder, puisque je rappelle que je n'ai pas fait Melee et que du coup tous les fans de Smash Bros vont m'insulter, étant donné que je suis maso, les insultes ça m'excite, je n'en ai aucune crainte. Super Smash Bros Ultimate, sorti sur Switch en 2018 je crois, quand je disais que 2018 c'est une putain d'année. God of War, Spider-Man 2, Detroit Become Human, Super Smash Bros Ultimate. Déjà, juste avec ça, si ton année elle est pas réussie, c'est... Bah tu joues pas aux jeux vidéo du coup, c'est plutôt logique. Ou alors que ta femme t'a quitté ou que t'as perdu un membre de ta famille. Ouais, ça peut jouer aussi sur l'appréciation de ton année, ouais. Donc le jeu.
Sur la Switch, je l'ai acheté à sa sortie, en plus ces petits Seligo, ils l'ont sorti pour Noël, enfin pour décembre, du coup évidemment tout le monde l'a pris pour Noël, ça a été un putain de succès, le plus gros démarrage de la licence. Ils ont annoncé directement que ce serait le plus gros casting de toute la série, je crois qu'il y a 72 ou 74 personnages dedans, un roster de fous furieux, et le pire, et c'est là que ça régale, c'est que forcément, il y a eu des Smash Bros au cours des années, donc il y a beaucoup d'attaques et de patterns qui étaient déjà faits, qui étaient déjà prévus, des animations qui étaient déjà prêtes, il suffisait juste de les ajuster à la Switch et au nouveau graphisme, mais du coup ça leur a permis de faire un jeu avec littéralement 74 personnages, et quasiment chacun d'entre eux a vraiment des coups, des combos, des attaques, des spécificités différentes, et t'as vraiment quasiment, il y a 2-3 ressemblances dans certains, mais t'as quasiment 74 personnages qui sont vraiment différents, quoi. Et du coup, c'est à chaque fois un gameplay à apprendre, des particularités à maîtriser, une profondeur de gameplay que t'as pas justement dans un Sparking Zero et même dans un Budokai 3, où il y a Budokai Tenkaichi 3, où t'as énormément de personnages, mais beaucoup d'entre eux finalement c'est des combos qui sont similaires, il n'y a pas non plus des nuances énormes. Là vraiment, chaque perso a sa petite caractéristique, il y en a qui vont pouvoir revenir sur la plateforme plus facilement. Putain, non, je m'exprime mal. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, tu as un saut, un double saut et une attaque spéciale vers le haut. Quand tu fais attaque spéciale et que tu pointes vers le haut, c'est souvent une attaque qui fait remonter ton personnage. Et c'est ce qui va te servir à éviter de tomber de la map, de tomber du niveau. Parce qu'évidemment, c'est toujours des plateformes et il y a du vide à côté. Donc du coup, quand quelqu'un t'éjecte et que tu veux pas tomber, tu utilises ton double saut pour revenir. Et si ça suffit pas, tu utilises ton attaque spéciale vers le haut pour remonter encore plus haut et avoir encore plus de chances d'atteindre la paroi et pouvoir remonter sur le niveau sans tomber. Et tu vas avoir des persos qui vont pouvoir remonter très très haut, il y en a même qui vont pouvoir voler carrément, c'est vraiment des persos très aériens, alors que tu vas avoir des gros qui vont faire des remontées de 5 cm, quoi, les machins, à peine ils escaladent ma tub. Parce que ma tub fait 6 cm, donc ils peuvent pas l'escalader entièrement. Ouais, je sais, je suis bien membré. Et du coup, voilà, tu vas avoir des variations dans plein de personnages. C'était déjà le cas dans Brawl, mais là, du coup, c'est 74 personnages qui sont comme ça. Donc c'est vraiment très très cool. Il y a énormément de profondeur. Le temps de trouver vraiment ton main, ton personnage que tu vas le plus utiliser, t'as intérêt à bien trifouiller tous les persos pour bien savoir ce qui te correspond le mieux. Enfin bref, c'est très très très... Là, on est vraiment sur du easy to learn, hard to master, mais alors vraiment à fond les ballons. Et le gameplay est beaucoup plus rapide et dynamique que sur Brawl. Ça va vraiment à 200 à l'heure, les personnages sont beaucoup plus vifs. Les effets, quand tu tapes un personnage et qu'il va mourir, il y a un feedback qui est beaucoup plus intense. Tout est beaucoup plus rythmé, dynamique et puissant, quoi. Donc ça, c'est trop trop cool. Le gameplay de Ultimate est bien meilleur que celui de Brawl, ça je m'en rends bien compte. Mais il faut par contre parler d'un point qui fait mal au cul. C'est le mode solo de ce jeu-là qui était vraiment pas terrible du tout. On est dans un truc où en gros il y a il y a un méchant qui arrive et qui kidnappe tous les personnages sauf Kirby. Et tu te retrouves avec Kirby dans une espèce de... Comment dire ? Vous voyez les maps dans Mario Bros où en fait vous avez un point, vous mettez un coup à droite et Mario va courir tout seul jusqu'à un autre point et ce point, à chaque fois, chaque point est un niveau. Là c'est la même chose où chaque point est un combat, sauf que déjà alors il n'y a plus de niveau aventure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de niveau de plateforme avec des ennemis sur la route, etc. Non, là c'est vraiment que des combats simples sur des arènes, et c'est juste que des fois il y a des variantes, des fois c'est extrêmement difficile parce qu'il y a énormément d'ennemis et des pénalités et des handicaps qui te sont mis sur la gueule qui sont horriblement difficiles à gérer. Donc du coup quand c'est ça à petite dose ça peut être intéressant, des petits combats par-ci par-là avec des variations et voilà. Sauf qu'en fait, la map, elle est gigantesque. Le temps de faire le tour de la map, de récupérer tous les persos, de faire tout ce qu'il faut pour enfin atteindre le boss final à la fin, c'était mais des heures et des heures de galère sur des niveaux, des combats qui sont parfois horribles. Et clairement, j'ai dû faire... je crois que j'ai fait 1/10 de la map et j'ai arrêté. En fait, il y a plus du tout de cinématique, il n'y a plus du tout cet aspect aventure, un tout petit peu scénarisé où les persos se retrouvent, se séparent, se retrouvent machin. Il n'y avait plus tout ça, c'était vraiment juste Kirby qui part chercher les autres persos et après tu te bats avec les autres persos machin. Enfin c'était
c'était pas intéressant, enfin vraiment c'était pas un très bon mode histoire. Donc du coup, Ultimate ça a vraiment été un jeu auquel j'ai très peu joué solo. Brawl, je m'amusais énormément tout seul, même sans qu'il y ait de monde à la maison, de potes ou de cousins pour jouer avec moi. Par contre, Ultimate, euh, hors partie sur le canapé, quoi, c'était pas, voilà, c'était pas dingo. Par contre, ah oui, c'est la machine à laver, ok, ça marche. Par contre, en dehors de ça, tout ce qui était combat pur, gameplay pur, là ça régalait. Là par contre c'était vraiment un bien meilleur gameplay, c'était super cool, j'ai fait des grosses soirées avec des potes, des petits tournois, des trucs comme ça à se faire, c'était vraiment gros plaisir. Évidemment je gagnais tout le temps parce que j'étais le seul connard qui jouait à ce jeu, donc les pauvres, à part souffrir, ils pouvaient pas faire grand chose puisque... Ah quoique non. Non je dis ça mais j'ai des gens qui m'ont laté la gueule alors qu'ils jouaient jamais au jeu, hein. Ouais non ça fait un petit peu mal au fion mais bon tant pis. C'est un peu humiliant, mais moi j'aime bien raconter les moments de ma vie qui sont un petit peu humiliants ou difficiles à assumer à un public qui ne me connaît pas. Comme ça, vous pouvez directement me juger, m'insulter en commentaire et détruire ma santé mentale à petit feu grâce à ces propos extrêmement douloureux à entendre. Je pense que ça me fait du bien. Donc voilà, je vous propose tous ces secrets. Donc oui, si, je me suis fait latter la gueule, mais peu importe, c'était des bonnes parties canapé. Je me rappelle d'une fois, je crois qu'on était 6. On avait assez de manettes de Switch. On s'est fait une partie mais d'autistes finis, une partie de mongoliens. Euh, on a mis donc 6 joueurs et 2 IA dans une petite carte, volontairement pour que ce soit le foutoir. 6 joueurs, 2 IA dans une petite carte, pas en équipe, tout le monde est l'un contre... Enfin, tout le monde est contre, c'est... merde, comment on dit, mêlée générale. Et on a pris tous les Ice Climbers. Pour ceux qui connaissent pas, les Ice Climbers, c'est le seul personnage, c'est un duo en fait. C'est un frère et une sœur qui se suivent. Tu contrôles celui qui est devant, et celui derrière va toujours suivre et faire les mêmes mouvements que toi, quoi. Et du coup, on était en tout 16 personnages sur la partie dans une petite carte. On s'est foutu sur la gueule, ça n'avait aucun sens. C'est comme un discours de Louis Boyard, c'était n'importe quoi, ça n'avait ni queue ni tête, mais on s'est régalé. Et ça, c'est l'exact inverse d'un discours de Louis Boyard, du coup, parce que vraiment, ça ne régale personne. Mais bref, c'était très drôle, ça n'avait aucun sens, je crois que j'ai perdu assez rapidement d'ailleurs. De toute façon, tu ne vois rien, tu sais pas où t'es, tu comprends que dalle, tu tapes au hasard, il y a un moment, tu vois tu sais, si t'es joueur 3, tu vois un J3 qui vole dans les airs, tu fais ah, bah c'était moi, bisous, salut. Et tu comprends rien à ce qui se passe, mais c'est à faire. Si vous avez des amis... Donc si vous n'êtes pas un énorme fan de From Software, sans quoi vous ne pouvez pas avoir d'amis, c'est mathématique évidemment, c'est pas moi qui le dis, c'est la science. Donc si vous avez des amis, faites-vous cette partie-là, vous allez rigoler, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Et je voulais quand même parler, j'ai quelques personnes, enfin je sais que j'ai deux de mes cousins qui m'écoutent, on dirait dit comme ça qu'on est une famille de 140 cousins, ça tombe bien c'est le cas. Je sais que j'en ai 2 qui m'écoutent et qui m'ont déjà vanté les mérites d'un certain Brawlhalla, un jeu concurrent, un jeu qui tente plus ou moins de se rapprocher d'un Smash Bros gratuit. Je crois en plus que c'est développé par Ubisoft, si je dis pas de conneries, je suis pas sûr, mais je crois que en tout cas c'est eux qui l'éditent. Donc Brawlhalla, c'est un jeu en 2D, je crois que c'est de la pure 2D. Pareil, de combat sur des plateformes et tout, où le but c'est d'éjecter l'adversaire, il n'y a pas de point de vie, le but c'est d'éjecter l'ennemi. J'ai 2 de mes cousins qui osent en fait venir me voir, c'est-à-dire déjà ils osent me parler, bon déjà, partant de là, on est déjà mal parti, puisque ils ne devraient pas avoir ce droit, tout simplement, vu le niveau de supériorité morale et intellectuelle que j'ai par rapport à eux. Ils ont osé venir me parler, me regarder et me dire « Mec, Brawlhalla, c'est mieux que Smash Bros ». Alors, écoute-moi bien. Si tu préfères le choléra aux coquilles Saint-Jacques, c'est ton affaire, c'est ton problème, d'accord ? Si tu préfères le sida plutôt que les vacances aux Maldives, c'est ton choix. Voilà, il n'y a pas de souci. Si tu préfères applaudir Louis Boyard et pas Donald Trump, voilà, c'est ton choix. Encore une fois, tu as le droit. Maintenant, ne viens pas me voir pour essayer de me faire entendre que Brawlhalla c'est meilleur que Smash Bros. Ça va pas bien se passer, ça va très très mal se passer. Déjà, il y a Allah dans le titre du jeu. Tu veux qu'on aille où avec ça ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Voilà, tu attends quoi d'un jeu comme ça ? Bon, alors
déjà s'il est gratuit, c'est qu'il y a une raison. Et si Smash Bros est payant, c'est qu'il y a une raison aussi, d'accord? Brawlhalla, c'est mignon, c'est tout beau tout doux, mais c'est de la merde. C'est nul. Non, j'aime pas du tout. Ça m'emmerde. Brawlhalla, je comprends rien. Les persos, tu sais pas pourquoi. Tu fais une attaque, tu demandes à ce qu'il attaque vers le bas, il te fait une attaque sur le côté. Il y a 40 sauts possibles. Les gens tombent jamais de la plateforme. Les mecs te font des coups qui n'ont aucun sens. Il y a pas le feeling d'un Smash Bros où quand tu tapes, ça dégage l'ennemi très très loin. C'est PD. En fait, Brawlhalla, c'est un Smash Bros homosexuel finalement. Voilà, c'est un Smash Bros sous oestrogène. C'est un Smash Bros qui mange pas d'œufs. Voilà. C'est un Smash Bros qui vote Jean-Luc Mélenchon. C'est un Smash Bros déconstruit. Voilà, donc non, je ne touche pas à Brawlhalla, je n'aime pas Brawlhalla. Ça m'emmerde. Voilà, donc désolé, je ne me lancerai pas dessus. Je choisirais plutôt les Saint-Jacques à la place du choléra. Je suis désolé. Tout comme il y avait eu Multiversus aussi, là, qui a complètement floppé. Le jeu, je crois, c'était les licences de Warner. Ouais, je crois que c'était les licences de Warner qui devaient se foutre sur la gueule dans un Smash Bros-like. Bon, bah, ça a évidemment floppé, parce qu'en fait, Smash Bros, ça se fait pas comme ça. Il y a une profondeur de gameplay qui est très précise, qui est très carrée. C'est pas du tout le même délire, donc ça a foiré, évidemment. Donc le seul et unique représentant de ce genre, c'est Super Smash Bros. Le dernier représentant du genre, c'est Ultimate, et il est vraiment très bien, il y a un très bon gameplay. Si vous n'êtes pas en mode compétitif hardcore, en mode gros fan de Melee qui joue qu'à ça depuis la sortie et qui veut rien entendre d'autre, bah Ultimate, ça fait largement le taf, ça fait des très très bonnes soirées canapé. Le jeu est ultra fluide, il n'y a jamais de baisse de FPS si vous jouez à... Allez, tant que vous jouez pas au-dessus de 4 joueurs, je crois qu'il n'y a jamais de baisse de FPS, le jeu tourne extrêmement bien. Et il a un dynamisme et un gameplay qui régale. Donc désinstallez immédiatement Brawlhalla de vos Switch, prenez le temps d'acheter Super Smash Bros Ultimate et régalez-vous entre potes, ça vaut vraiment le coup. Même si je donne des conseils sur des jeux qui sont sortis il y a littéralement 6 ans, vous n'avez pas du tout besoin de mes conseils, je suis ridicule, si vous aviez envie d'y jouer, vous l'avez déjà fait, voilà. Voilà le bilan. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de 5 points de QI. Je vous souhaite une bonne année. J'essaie de faire un truc cohérent pour une fois. Je vous souhaite une bonne année 2025. Joyeuse apoplexie. Joyeuse hépatite B. Bonne radio des dents de sagesse. Et puisse notre Seigneur... Régis le gorilla nous guider vers la voie divine. Merci de m'avoir écouté et bonsoir. Vos grosses daronnes.